Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Atlantis Exodus, un jeu de sauvetage de meeple spécialisé grâce à un ouvrier. Alors, avant de parler de la règle, c'est un jeu que nous avons obtenu à Essen, c'est chez DLP, des gens qui ont fait Orléans, quand même. Notamment. Entre autres, oui. Altiplano, quelque chose comme ça. Et puis une myriade d'autres. Et là, c'est un premier jeu de deux personnes dont je n'oserais prononcer le nom, la règle. Alors, la règle, plutôt simple. En 6 pages de règles à peu près. C'est relativement clair. Et généralement, un des bons points qui fait que c'est clair, c'est que à la fin de la première partie, même après débrief, on n'avait pas fait d'erreur majeure, quasiment aucune, peut-être sur un micro-point de règle, encore c'était pas très grave. Ce qui est bien, c'est que la règle est assez consistante sur les différentes actions et sur les tours. Certains mécanismes reviennent, ils sont applicables sur les différents bâtiments, parce que c'est un jeu où il y a différents types de bâtiments à gérer, mais il n'est pas trop problématique sur les problèmes de pause, etc. C'est plutôt fluide. Le petit système de pioche, où on en pioche 2 à chaque fois, on en prend un et on en laisse un autre dans la rivière, ce qui fait qu'en réalité, les rivières se gèrent toutes seules. Il n'y a pas de nettoyage à faire, elles vont se faire en fonction des pioches des différents joueurs autour de la table. Donc ça, j'ai trouvé ça assez pratique. Et puis, ce qui est pas trop mal non plus, c'est que la mise en place se fait assez rapidement. Voilà, il y a juste quelques pions à mettre à droite à gauche. Et de mémoire, les différences entre un 3 et 4 joueurs étaient quasiment nulles. Oui, faudra compter 40 minutes d'explication, grand maximum. C'est une pause d'ouvrier, au singulier. On a un seul ouvrier qui suivra un parcours d'action sur une triple rondelle. Cette rondelle, elle va changer à chaque manche, pas à chaque tour, à chaque manche, avec des objectifs communs qui seront à aller chercher, des objectifs personnels à obtenir, à se fixer tout au long de la partie. On va avoir des combos aussi, quelques combos à saisir. Et surtout, c'est là où est tout s'oriente autour de ça dans le jeu, c'est qu'il faut dépenser, sauver, entre guillemets, parce que c'est la thématique du jeu, ces petits meeples qui sont récupérés sur le plateau que tu as indiqué, qui sont piochés au hasard. Et ces meeples qu'on récupère, ils servent entre-temps à alimenter des ateliers qui vont nous offrir des souplesses, des avantages, des possibilités énormes. Ça va un peu dans tous les sens, il y en a un peu partout, des manières de sauver ces gens, entre guillemets. Il va falloir penser et étudier cette rondelle au début de chaque manche. Le matos. Alors le matos, je te laisserai parler des plateaux personnels. Moi, il y a 2 points qui m'ont un peu chagriné, on va dire. C'est déjà l'aide de jeu. C'est une toute petite aide de jeu qui est sur une toute petite carte. Bon, elle décrit la structure du tour, mais en réalité, la structure du tour, c'est relativement simple. On déplace son roi vers un cercle, on fait ses 2 actions, et ça se répète, voilà, jusqu'à faire plusieurs manches comme ça. Donc, j'ai pas trouvé ça très utile. Ça aurait été mieux qu'ils expliquent éventuellement certaines icônes ou autre chose. Et puis de l'autre côté, il y a le scoring. Et le scoring, finalement, il y a un scoring intermédiaire qui va se faire sur certaines manches. Qui n'était pas très bien expliqué, parce que la preuve, c'est que quand on a joué une 2e fois, on a repris cette carte de scoring, et même moi, quand je regardais les icônes, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais plus à me rappeler du scoring, quoi. Bon, c'est un peu particulier ce scoring, parce qu'en réalité, tu gagnes un nombre de points en fonction du nombre de joueurs que tu as battus, quoi. Ils avaient fait une sorte de tableau comme ça, et qui est pas très compréhensible. Donc là-dessus, ça aurait été mieux aussi d'avoir un truc un peu plus imposant qui explique de façon plus simple, on va dire. L'autre point aussi, c'est le plateau. Il est assez chargé graphiquement, il y a quand même beaucoup de détails. Ils ont dessiné cette ville Atlantis avec ces 3 niveaux dans lesquels les rois se baladent. Donc il y a pas mal de détails. Finalement, ce qui est important dans ce jeu, c'est pas tellement les décors, mais c'est les tuiles qu'on va y poser et les meeples des différentes couleurs qu'on va pouvoir utiliser. Et une fois que tous ces éléments sont posés, comme tu as dit, on va regarder quand même beaucoup le plateau, on va l'analyser. Et ces éléments ne ressortent pas énormément, donc ce qui fait que parfois, on voit pas qu'il y a un meeple qui est ici entre 2 cases et qui en fait est disponible. Et d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois que des gens viennent sur l'action. Normalement, sur l'action, ils peuvent se servir du meeple, et les gens ont oublié, parce qu'en fait, il est parfois un peu violet sur du marron, et ça se voit pas très très bien, quoi. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça un chouille embêtant. Mais sinon, c'était juste ces 2 points pour pinailler, quoi. En fait, l'ambiance graphique, elle est assez cohérente, c'est joli, oui. peut pas, c'est coloré. Cela dit, c'est tellement chargé que ça en devient difficile à lire. Et tu l'as un peu évoqué, mais je vais insister sur ce point. Il y a des détails sur les tuiles, notamment le sol, qui font 1 ou 2 millimètres tout en bas de certaines tuiles, qui ont leur importance dans le scoring, mais c'est un détail de l'illustration de la tuile, et pourtant elle a une énorme importance pour marquer des points. Ce qui fait que l'iconographie, elle est certes
Là, elle est claire, mais elle est difficile à lire, tu l'as dit, où des choses vont se confondre. Alors pour les meeples qui sont sur les murs, c'est pas très grave, parce qu'on n'est pas obligé, donc c'est pas un oubli qui est gravissime, sauf si on avait un intérêt à le prendre. Et j'ai pas trouvé tous les choix cohérents dans cette édition. On a quasiment tout qui est en bois, qui dans le matos personnel qui est en bois, et on a un jeton, un pion d'ordre du tour qui là est tout en carton, qu'il faut monter. Pourquoi ? Je sais pas, il y a un truc qui se pose, un rondin de bois, je sais pas, mais il a fallu faire un truc très, très développé et qui va très mal vieillir, c'est très curieux. Voilà. Il y a beaucoup de manipulations quand même entre deux manches, c'est pas très grave, c'est une remise en place quasiment à chaque manche. C'est un peu fastidieux des fois, parce qu'on va un petit peu en oublier, on va un petit peu en mettre à droite, à gauche, etc. C'est pas très grave, mais ça peut être un peu fastidieux, puis ça fait une petite coupure. De toute façon, cette coupure, elle aura lieu, parce qu'il faut réétudier les roues qui ont changé de place, et de se dire, qu'est-ce qu'il me faut pour mon ouvrier qui va faire un parcours, quel parcours je vais vouloir lui faire suivre sur ces 3 rondelles. Et puis c'est là qu'est toute la mécanique, si, quelque part, en fait. Pour les plateaux personnels, tu me disais que je devais en parler, c'est un double couche, et pour moi, il est... plutôt bien. C'est pas un si grand luxe. Ouais, il y a pas sur la partie bâtiment. Ils sont juste posés comme ça sur le plateau. C'est ça. Et c'est là où on se dit pourquoi ça n'a pas été creusé à ce niveau-là, parce que tout est sur la tuile. Mais en même temps, il y en a certaines qui ont une forme et puis d'autres qui ont une autre forme. Enfin, je sais pas. Il y a des choix qui sont un peu curieux. Moi, il y avait les meeples qui m'avaient un peu dérangé. Vous avez ces meeples que vous allez faire progresser et entraîner. Et en réalité, donc il y a une phase de coup. Enfin, il y a une phase de gain, une phase de coup, et quand il commence à avoir beaucoup de meeples, en fait, vous allez devoir les placer sur les cases. Évidemment, vous n'allez plus arriver à lire combien ça coûte pour le faire progresser ou combien ça va vous faire gagner si vous les envoyez dans les bâtiments, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça... On a eu des cas où il y en avait 10 et ça posait un vrai problème. Donc ça te menait très difficile à lire aussi à ce moment-là. Bref, ça n'aurait été pas un luxe de plus aboutir un double couche ou creuser à certains endroits pour maintenir un petit peu tout ça en place, parce que ça peut partir très vite en vrille. Bon, c'est des choix questionnables, bon, ça fonctionne, on a pu réduire le coût. Parlons de sensations quand même. Alors les sensations, moi j'aime bien le comparer avec une sensation un peu à la Discordia. Comme ça, vous allez avoir des meeples qui vont arriver et il faut pouvoir les placer dans vos bâtiments. Donc, ça va dans le thème, hein. On récupère des meeples qui sont dans Atlantis. Le but du jeu, les sortir d'Atlantis pour en sauver un maximum. Et c'est ça qui va faire gagner éventuellement les jeux de majorité derrière. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, on les récupère. Attention, il ne faut pas en récupérer trop, il peut y avoir une pénalité là-dessus. Et on veut les placer dans nos bâtiments le mieux possible et en fonction de certains scorings. Donc ça, j'aime bien ce côté mettre des meeples dans le bâtiment et cette sensation-là. Après, il y a quand même un petit moteur de jeu qui peut s'installer. Il y a des tuiles ateliers qui peuvent permettre de gagner une ressource supplémentaire quand on fait telle ou telle chose. Donc ça peut commencer à faire un petit moteur qui fait qu'après on a des facilités à du coup entraîner ses habitants et à les faire progresser. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à monitorer sur le plateau parce que tout est intéressant. Vous avez une piste qui est aussi autour du plateau qui semble un peu désuète quand on la regarde parce que c'est juste on avance dessus et on gagne des petits cadeaux à chaque fois. Mais en réalité, on avance très facilement. Les cadeaux, finalement, on est bien content de les avoir parce que en termes de ressources, on dépense toujours le maximum. On est rarement assis sur un tas d'or. Et en plus, c'est elle qui permet d'aller choper quand même les 2 monuments qui peut faire des scorings de fin de partie pour votre plateau. Donc vous avez tout intérêt à le faire. Donc à chaque fois, on essaye de regarder le plateau, les différents bâtiments, cette piste, où est-ce qu'on en est pour savoir est-ce que je peux aller choper un monument de fin de partie avant la fin. Donc ça, j'aime bien ce côté-là. Et puis on a vu qu'il n'y avait pas forcément de monostratégie. Tout fonctionne. De mémoire, tu en avais même gagné une en allant juste sur le scoring de fin sans quasiment participer aux autres scorings intermédiaires et finalement ça a permis de rattraper et voilà, et on avait vu d'autres possibilités qui se dégageaient. En fait, les possibilités sont pléthoriques, vraiment pléthoriques. À vous l'analysis paralysis. Cependant, il n'y a pas de chemin tout tracé, tu viens de le dire. C'est un vrai casse-tête, finalement, pour optimiser toutes ces actions. Il va falloir vraiment se creuser la tête quand vient son tour. Et on peut réfléchir entre 2 personnages. Le seul moment où on aura une coupure, c'est à l'intertour, où les roues vont se réagencer. C'est là où on va devoir se reposer pour analyser tout ça. Donc on a 2 phases où on va vraiment analyser l'action qu'on est en train de faire pour se dire comment je vais l'optimiser ou qu'est-ce qui est le mieux pour moi, et le moment de l'intertour où je vais réanalyser cette roue et de se dire tiens, je vais faire tel chemin parce que c'est ça qui va me rapporter le plus dans les choix que j'ai faits. Cependant, les choix ne sont pas vraiment cornéliens. Tout rapporte quelque chose. Tout est intéressant, il faut faire des choix. Mais il n'y a pas de choix cornélien comme on peut le voir dans certains jeux.
c'est assez surprenant. Parce qu'il n'y a pas de monotonie en fin de compte. Contrairement à, je vais prendre un pirate Maracaibo, où on fait 3 fois le même parcours, et bien là, entre 2 tours, tout va changer, et donc ça vient casser complètement cette monotonie, et l'analyse qu'on a pu faire au début de la partie, qu'on va réappliquer, bah là, va falloir se replonger dedans. C'est plutôt agréable de ce côté-là, messieurs. Parlons un peu d'interaction quand même. Ouais, bah, elle est très légère. Celle qui est primordiale, c'est quand même celle de l'ordre du tour. Ça va jouer énormément. Le premier roi qui se pose à peu près sur le tiers de cadran qui l'intéresse va avoir vraiment pléthore de choix. Il va pouvoir même se poser aucune question en fait. Hein. Il sera premier pic à chaque fois pendant toute la manche. Donc là-dessus, il y a un vrai truc. À part ça, moi j'ai pas trouvé une interaction dingue. Tu regardes quand même énormément les autres plateaux des joueurs, puisque comme on joue sur des jeux de majorité, sur les couleurs de Meeple, et comme on a dit qu'il y avait 3 scorings là-dessus autour de la partie, bon ben on suit évidemment, tiens il vient de rajouter un violet, là on est à égalité, il veut pas essayer de se faire battre, et donc, mais c'est à peu près la seule chose. Hein. Oui, c'est très faible en fait. Potentiellement prendre une tuile, une carte de scoring avant un autre, obtenir un bonus avant un autre, avoir plus de choix qu'un autre. C'est tout, ça va vraiment se limiter là. On est vraiment dans la catégorie des tableaux complexes pour maximiser son scoring. Ça s'arrête là, point. Avec qui on y joue finalement à ce jeu? C'est un jeu très Eurogamer quand même, même si la structure du tour et finalement le nombre de choix d'action est quand même assez limité. Vous déplacez votre roi, vous récupérez les bonus, 2 actions à faire. En réalité, dans les 2, c'est 2 parmi 5. Et dans les 5, il y en a, elles sont conditions de certains prérequis. Donc en réalité, il y en a 2 que vous faites tout le temps. Donc c'est pas un jeu qui est compliqué à expliquer, ça. Des joueurs initiés, je pense, pourraient le tenter. Par contre, c'est dans tu l'as dit, hein, dans le choix total qu'il y a à faire. Quand vous regardez le plateau au début du jeu qui est en rond comme ça, il y a des choses intéressantes à tous les coins. C'est-à-dire, ah là, mais je pourrais aller choper telle carte pilier qui pourrait améliorer mes actions. Il y a cette tuile Agora ou cette tuile d'atelier ou à aller chercher qui est parfaitement dans ma stratégie. Et donc, on passe du temps à réfléchir. Comme tu as dit, tout à peu près se vaut. Mais probablement, il y en a quand même parmi tous ces choix, un qui est le meilleur de tous, qui est vraiment le coup parfait. Certes, les autres, ce ne serait pas déshonorant de les faire, mais voilà, on a envie quand même de les tester un à un, donc ça peut mettre un peu de temps de réflexion. Il faut faire ses choix, en fait. Faut y jouer avec quelqu'un qui va déjà accepter de sacrifier 2 heures pour un casse-tête qui est plutôt sympathique. Hein, on va complètement oublier la thématique, mais il faut faire ses choix, il faut se donner une stratégie. C'est faut jouer avec quelqu'un qui accepte, donc déjà de dépenser 2 heures, je viens de le dire, mais qui va aussi réussir à construire une stratégie au fur et à mesure de la partie. Tout n'est pas tracé au début, cependant c'est le joueur qui va donner dans quelle direction il veut aller. C'est pas forcément donné à tout le monde. Est-ce que tu as envie d'y rejouer ? Eh bien oui, moi ça m'a pas déplu. J'aime bien ce renouvellement. Moi j'ai quand même toujours ce petit côté Discordia, donc casse-tête, aménagement de puzzle, mais qui est quand même voilà où on n'est pas forcément complètement tout seul dans son coin. On s'épie quand même pas mal. Moi j'aime bien ces trous. Cette fausse roue en fait où on passe d'un cercle à un autre, c'est pas une nouveauté généralement des rondelles comme ça où on se déplace, mais généralement c'est quand on se déplace on a toujours un choix de 2 à chaque fois qu'on change de cercle, et c'est à peu près ça. Là la roue est faite avec ces murs bizarres qu'en réalité parfois on peut faire des tournants et complètement aller à l'autre bout du plateau, et en fait on pense qu'on n'est pas en concurrence avec un joueur qui est sur un autre cadran, mais en réalité ils peuvent se croiser assez. Il faut vraiment étudier le cercle à chaque fois, et c'est ça qui est pas mal, parce que parfois on se dit si le premier joueur va pas me piquer cette action là, en réalité moi je pourrais y aller en prenant ce chemin un peu détourné, et donc on attend de voir ce que va faire le premier joueur pour voir s'il va vous laisser cette opportunité ou pas. Et ça j'aime bien cette chose qui est à rechallenger à chaque fois. Bon, après les 2 petits points négatifs que j'ai avec le jeu, c'est on a vu des cartes là, je sais plus comment elles s'appellent, les cartes apostasis là, justement qui font avancer sur c'est des bonus qu'on récupère sur la piste où on tourne. On en pioche 2, on en choisit une au hasard et on en laisse une autre qui va dans la rivière pour d'autres personnes derrière. On a vu qu'il y en avait qui étaient quand même très fortes et d'autres vraiment très moyennes. Alors certes, toutes celles qui ont été jetées, parfois il peut y en avoir des bonnes quand même qui ont été jetées, donc on peut trouver son bonheur, mais il y a une vraie différence. On l'avait vu aussi, je crois, sur les ateliers. Non, sur les cartes peut-être, les ateliers et aussi les cartes piliers, là on est
pas sûr que toutes soient vraiment équivalentes. Il y en a, quand on les voit, on se dit tout de suite, non mais celle-là, je peux pas la rater. Et d'autres, elles sont plus dispensables, quoi. Oui, il y a des ateliers qui vont clairement donner un avantage, qui vont vraiment être bien supérieurs à d'autres, qui vont être plus occasionnels. Justement, à l'occasion, y rejouer, pourquoi pas, mais sans passion. Si quelqu'un me le demande, pourquoi pas, je le sortirai, mais je le sortirai pas spontanément. C'est sympathique, mais c'est pas la référence qui va me dire... Tu parlais de Discordia tout à l'heure, mais je crois que je vais préférer un Discordia. Évidemment, là, il y a une surcouche très complexe qui me paraît pas forcément nécessaire. C'est pas désagréable, hein, loin de là. Si j'ai le choix, je préférerais un Discordia où je le sortirais plus spontanément. Une note. Mais une note, c'est un peu la malédiction des hockey games, quand même on peut le dire, mais je vais mettre une barbe taillée, mais moi c'était presque à la limite d'une barbe bien fournie, parce que j'ai quand même beaucoup aimé ce jeu. Voilà, j'aime ce puzzle, j'aime ce fait que à chaque fois on est obligé de reconsidérer ses choix, et comme tu as dit, il n'y a pas vraiment parfois de mauvaises cases, on peut vraiment trouver par des moyens détournés des choses. Comme j'ai dit souvent, on peut aussi gagner des points sur cette piste ronde, enfin avancer sur cette piste ronde, qui peuvent vous permettre de débloquer quelque chose et d'améliorer vos actions. Moi, j'avais juste dit, je trouvais qu'il y avait une manche de trop, il y a 5 manches. La 5e manche, c'est dommage parce qu'elle est presque de trop. Je trouve que ça allonge un peu le temps de jeu pour pas grand-chose. Surtout que les tours ont tendance un tout petit peu à s'allonger parce qu'évidemment, les joueurs commencent à avoir des ateliers qui commencent à bien fonctionner. On commence à avoir ces cartes piliers là qui permettent de bonusser les actions et du coup d'en faire parfois une ou deux supplémentaires. Ça va pas non plus faire des tours de combos incroyables qui durent 20 minutes, ça c'est l'enfer. Généralement les gens vont faire leurs 2 actions, mais ils vont gagner 1 cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux, qui va permettre d'allonger un tout petit peu le tour, mais sans le rendre délirant, donc ça me va aussi. Et j'aime bien ces effets scoring intermédiaires qui fait que on se bat sur différents tableaux, là il y a les 3 continents sur lesquels on se bat, il y a des retournements de situation, et ça c'est pas fait pour me déplaire. Je lui donnerai la même note, mais plutôt dans la partie basse de la note. C'est un hockey game, tu l'as dit, on reste sur cette idée-là. Cette longue liste de hockey game, ça manque cruellement d'interaction à mon goût. Il n'y a pas de version française qui est prévue, c'est dommage parce qu'il n'y a pas grand boulot à fournir. Il y a plein de gens qui pourraient trouver leur bonheur dedans. Bon, c'est peut-être pas indispensable, ou pourquoi pas mettre un petit PDF à disposition en français, ça serait top pour des gens qui l'ont sous la main, s'ils ont envie de découvrir celui-là. Ça reste ok. Sur ce, ciao. ciao.